Le Seigneur des Anneaux ne se termine pas vraiment avec la destruction de l'anneau. Il ne se termine même pas avec le couronnement d'Aragorn. En fait, si on regarde ce que Tolkien raconte dans les appendices, dans les textes autour du quatrième âge, et même dans son projet de suite abandonné, on se rend compte d'une chose assez vertigineuse, la victoire contre Sauron ne sauve pas l'ancien monde. Elle permet simplement de lui offrir une belle fin. Parce qu'après le couronnement d'Aragorn, les peuples libres ne disparaissent pas d'un coup. Les hobbits continuent de vivre, les nains continuent de bâtir, les hommes reconstruisent leur royaume. Mais quelque chose s'est terminé. Les elfes partent, les anneaux ont perdu leur pouvoir, la magie se retire, les grands témoins des anciens âges quittent la scène. Et la Terre du Milieu devient peu à peu ce qu'elle devait devenir, le monde des hommes. Aujourd'hui, on va se demander ce que le règne d'Aragorn signifie vraiment et pourquoi la fin heureuse du Seigneur des Anneaux est peut-être l'une des fins les plus mélancoliques de toute la fantaisie. Aragorn est couronné roi sous le nom d'Elessar. Et déjà, ce détail est important, parce qu'Aragorn ne devient pas seulement le roi du Gondor, comme on pourrait le croire si on reste sur une lecture très rapide de l'histoire. Il devient le roi d'un royaume restauré, le royaume réunifié de Gondor et d'Arnor. Autrement dit, il ne prend pas simplement un trône vide, il referme une fracture historique. Le nord et le sud, séparés depuis des siècles, sont symboliquement réunis. L'héritier d'Isildur revient enfin. La lignée brisée retrouve une continuité. La promesse portée par les Dúnedain, les héritiers cachés de Núménor, arrive enfin à maturité. Et c'est là que Tolkien fait quelque chose de très fort. Dans beaucoup d'histoires de fantasy, le retour du roi est juste un symbole de victoire. Le méchant est mort, le bon roi revient, tout va rentrer dans l'ordre. Chez Tolkien, c'est plus subtil. Le retour d'Aragorn, ce n'est pas juste le retour de l'ordre, c'est le retour d'un ordre qui arrive trop tard pour sauver l'ancien monde. Aragorn restaure Minas Tirith. Il ramène une dignité royale à Gondor. Il refonde une forme de justice. Il guérit, politiquement et symboliquement, une terre du milieu qui sort d'une guerre totale. Mais ce qu'il restaure, c'est un royaume d'hommes. Pas un monde elfique, pas un âge mythologique, pas un monde où les Valar, les Maillards, les elfes et les grandes puissances anciennes intervenaient encore ouvertement dans l'histoire. Aragorn arrive au sommet au moment précis où le merveilleux commence à quitter la scène. Et c'est ce qui rend son destin si particulier. Il est à la fois le dernier héritier d'un passé immense et le premier grand roi d'un monde plus pauvre en magie. Son règne commence pourtant comme un âge d'or. Après la guerre, il ne se contente pas de gouverner depuis le trône. Il remet de l'ordre dans un monde brisé. Le Gondor est restauré. L'Arnor, ancien royaume du Nord, retrouve une réalité politique. Les routes redeviennent praticables. Les peuples qui vivaient sous la menace de Mordor respirent enfin. Les alliances anciennes sont renouvelées, notamment avec Rohan. Éomer devient roi du Rohan après Théoden, et l'alliance entre les cavaliers du Rohan et le royaume d'Aragorn reste l'un des plus grands piliers du nouvel équilibre. Ce n'est pas simplement une alliance de guerre, c'est une alliance de reconstruction. Et autour d'Aragorn, on voit les survivants de la communauté prendre leur place dans ce monde d'après. Faramir devient prince d'Isilienne. Ce choix est magnifique parce qu'Isilienne, c'est une terre blessée, située entre Gondor et Mordor, longtemps rongée par la guerre et la menace. En confiant Isilienne à Faramir, Tolkien ne donne pas simplement une récompense à un personnage noble. Il fait de Faramir un gardien de la guérison. Faramir n'est pas l'homme de la conquête, il est l'homme de la restauration. Celui qui peut vivre près de l'ombre sans devenir l'ombre. Éowyn, de son côté, épouse Faramir. Et là encore, ce n'est pas un simple happy end romantique. Éowyn était attirée par la gloire, par la mort héroïque, par l'idée de disparaître dans un dernier geste de grandeur. Avec Faramir, elle passe de la fascination pour la mort à un désir de vie. Ce couple-là est presque une version miniature du quatrième âge. Après la guerre, il faut apprendre à vivre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Gimli aussi trouve sa place. Il devient seigneur des cavernes scintillantes, près du gouffre de Helm. Il ne finit pas simplement comme le nain qui a survécu à l'aventure. Il devient bâtisseur, fondateur, passeur d'un nouveau foyer. Legolas, lui, emmène des elfes en Issilienne. Et pendant ce temps, cela donne presque l'impression que le monde ancien peut encore refleurir. Des elfes reviennent dans une terre blessée. La beauté revient dans les ruines. Mais il faut faire attention. Chez Tolkien, ce retour n'est pas une renaissance durable des elfes en Terre du Milieu. C'est plutôt un dernier éclat, un automne lumineux. Les elfes peuvent encore embellir le monde, mais ils ne vont plus le diriger. Ils ne vont plus être le centre de l'histoire. Leur temps est passé. Et c'est exactement le cœur mélancolique de cette période. Parce qu'après le couronnement d'Aragorn, la Terre du Milieu va mieux, mais elle devient moins enchantée.
C'est un point essentiel. La victoire sur Sauron n'est pas gratuite. Pour détruire l'anneau unique, il fallait aussi provoquer la fin du pouvoir des 3 anneaux elfiques. Et ces anneaux, même s'ils n'étaient pas maléfiques comme celui de Sauron, permettaient au grand royaume elfique de préserver quelque chose du passé. Lothlórien, Foncombe, les derniers refuges des elfes, tout cela était en partie tenu hors du temps. Une fois l'anneau détruit, cette suspension n'est plus possible. C'est pour ça que Galadriel part. C'est pour ça que Elrond part. C'est pour ça que Gandalf part. Et c'est pour ça que Frodon part aussi. Le départ vers l'ouest n'est pas juste une jolie image de fin. C'est le signe que la Terre du Milieu ne peut plus garder ceux qui appartiennent encore aux anciens âges. Le monde est sauvé, mais il ne peut plus rester le même. Et là, on comprend mieux pourquoi la fin du Seigneur des Anneaux est si bouleversante. Ce n'est pas une fin où tout le monde rentre chez soi et reprend sa vie comme avant. Frodon ne peut pas vraiment rentrer. Les elfes ne peuvent pas vraiment rester. Aragorn peut régner, mais sur un monde qui a déjà commencé à perdre une partie de sa lumière. Et Tolkien pousse cette logique très loin avec Arwen. Arwen est l'un des personnages les plus importants pour comprendre ce que coûte le 4e âge. Parce qu'en épousant Aragorn, elle choisit la mortalité. Elle choisit le destin des hommes. Elle renonce à l'immortalité elfique, à l'ouest, à son père, à son peuple. Et pendant le règne d'Aragorn, ce choix peut apparaître comme une grande histoire d'amour accomplie. Mais la vraie puissance tragique de ce choix apparaît à la fin, quand Aragorn, arrivé au terme de sa très longue vie, choisit de mourir comme les anciens rois de Numénor lorsqu'ils étaient encore sages. Il ne s'accroche pas au trône, il ne se laisse pas consumer par la peur de mourir. Il comprend que son rôle est terminé, et ce moment est fondamental parce qu'Aragorn fait exactement ce que beaucoup de rois humains avant lui ont été incapables de faire, accepter la mort comme une part du don des hommes. C'est tout le contraire de la corruption de Numénor. Numénor est tombé parce que les hommes ont fini par jalouser l'immortalité des elfes. Ils ont refusé leurs conditions, ils ont voulu arracher ce qui ne leur appartenait pas. Aragorn, lui, est le roi restauré parce qu'il accepte la limite. Il règne longtemps, il fonde une paix, il transmet à Eldarion, son fils, et puis il se retire. C'est l'image parfaite d'un pouvoir juste chez Tolkien. Un pouvoir qui sait partir. Mais pour Arwen, c'est autre chose. Arwen découvre alors pleinement ce que signifie le choix qu'elle a fait. Elle a choisi l'amour mortel, donc elle doit traverser la séparation mortelle. Après la mort d'Aragorn, elle quitte Minas Tirith. Elle retourne en Lorien, mais Lorien n'est plus la Lorien de Galadriel. Ce n'est plus le bois enchanté, vivant, protégé, lumineux. C'est un lieu vide, un souvenir. Et Arwen meurt à Serinamros, dans un monde où ceux qu'elle a aimés sont soit partis, soit morts. C'est probablement l'une des images les plus tristes de tout Tolkien, parce qu'elle résume absolument tout. L'amour a été réel, la victoire a été réelle, le règne d'Aragorn a été réel, mais rien de tout cela n'empêche le passage du temps. Et au fond, le 4e âge, c'est ça. Même quand tout va mieux, tout continue de passer. Et c'est ce qui différencie Tolkien de beaucoup d'héritiers de la fantaisie épique. Chez Tolkien, la victoire ne supprime pas la perte, elle lui donne un sens. Regardons maintenant les autres peuples libres. Les Hobbits d'abord. La comté est protégée par le roi. Aragorn prend une décision très forte. Il fait de la comté une terre libre, protégée et interdite aux grandes gens d'y entrer sans permission. C'est un détail absolument génial, parce qu'Aragorn, le grand roi restauré, comprend que gouverner ne signifie pas tout absorber. Il pourrait intégrer la comté au grand récit du royaume réunifié. Il pourrait faire entrer les Hobbits dans l'histoire officielle des hommes. Il pourrait transformer leur pays en simple province protégée par son autorité. Il protège leurs différences. Il laisse les Hobbits rester des Hobbits. Et ça, c'est très Tolkien. La grandeur du pouvoir n'est pas d'uniformiser le monde. Elle est de préserver les petites choses. La comté est importante parce qu'elle représente une forme de vie que la puissance doit défendre. Sam devient maire. Merry et Pippin deviennent des figures importantes de leur lignée. Les Hobbits qui ont connu la guerre deviennent des ponts entre le petit monde de la comté et la grande histoire. Mais là encore, il y a une mélancolie. Parce que Frodon, lui, ne peut pas rester. Le héros qui a le plus souffert pour sauver la comté est celui qui ne peut plus y trouver la paix. La comté survit, mais pas sans blessure. Les nains, eux, connaissent encore une forme de grandeur après la guerre. Gimli fonde une colonie aux cavernes scintillantes. Erebor continue d'exister. Les nains bâtissent, travaillent, reforgent leur place dans le monde. Mais leur destin profond reste celui d'un peuple ancien, dont la grandeur est derrière lui. Chez Tolkien, les nains sont puissants, résistants, magnifiques dans leur obstination. Mais ils ne sont pas l'avenir dominant de la Terre du Milieu. Les Ents, eux, sont encore plus tragiques.
Silverbarb survit. Les Ents existent encore. Mais les Ents femmes ont disparu depuis longtemps. Leur peuple n'a plus vraiment d'avenir clair. Et ça aussi, c'est une forme de fin des peuples libres. Pas une extermination spectaculaire, pas une catastrophe immédiate, mais une extinction lente, presque silencieuse. Le monde continue, mais certains chants ne seront plus transmis. Les elfes partent, les Ents s'éteignent, les nains se retirent peu à peu dans la mémoire. Les hobbits se cachent du grand monde, et les hommes héritent de tout. Voilà le vrai sens du règne d'Aragorn. Il ne règne pas seulement après Sauron, il règne au moment où les hommes deviennent responsables du monde. Et c'est là que Tolkien devient beaucoup plus sombre que l'on l'imagine. Parce que la disparition de Sauron ne signifie pas la disparition du mal. C'est même un des points les plus importants de toute son œuvre. Sauron était une incarnation gigantesque du mal, une volonté de domination concentrée, presque métaphysique. Mais le mal ne commence pas avec lui, et il ne finit pas avec lui. Tolkien l'avait très bien compris. Il a même commencé une suite au Seigneur des Anneaux intitulée The New Shadow, la Nouvelle Ombre. Cette suite se déroulait sous le règne d'Eldarion, le fils d'Aragorn. Et ce qu'on y aperçoit est fascinant. Il n'y a plus Sauron, il n'y a plus l'anneau, il n'y a plus de grandes guerres mythiques. Mais les hommes commencent déjà à se lasser du bien. Des jeunes du Gondor jouent à être des orques. Des formes de culte sombre, de révolte, de fascination pour le mal réapparaissent. Non pas parce qu'un seigneur ténébreux leur met une épée sous la gorge, mais parce que les hommes, dans la paix, deviennent insatisfaits. Et Tolkien a abandonné ce texte parce qu'il sentait que cela devenait une histoire plus sinistre, plus politique, presque un thriller moral sur la corruption humaine après la victoire. Et c'est extrêmement révélateur, parce que ça veut dire que, pour Tolkien, le vrai danger du 4e âge n'est plus le Mordor. Le vrai danger, c'est l'oubli. Les hommes oublient ce que le mal a coûté. Ils héritent d'une paix qu'ils n'ont pas payée eux-mêmes. Ils transforment l'horreur en jeu. Ils prennent les orques pour un folklore. Et ça, honnêtement, c'est terrifiant. Parce que c'est beaucoup plus proche de nous que de Sauron. Sauron est une figure mythique. Un œil de feu, une tour noire, une menace absolue. Mais des hommes qui s'ennuient dans la paix, des enfants qui jouent avec l'image du mal parce qu'ils n'ont pas connu ses conséquences, une société qui oublie pourquoi ses anciens ont combattu, ça c'est quelque chose de très humain. Et c'est peut-être pour cette raison que la suite était trop sombre. Le Seigneur des Anneaux peut se terminer sur une victoire parce que le mythe permet encore de concentrer le mal dans une forme visible. Le 4e âge, lui, appartient à l'histoire. Et dans l'histoire, le mal revient par lassitude, par orgueil, par désir de puissance, par oubli. Et c'est là que le destin d'Aragorn devient encore plus beau. Parce que Aragorn ne détruit pas définitivement le mal. Personne ne peut faire ça. Ce qu'il fait, c'est donner aux hommes une chance de faire mieux. Il restaure un royaume juste. Il libère les esclaves de Mordor et leur donne des terres. Il protège les faibles, il respecte la comté, il maintient des alliances, il accepte la mort, il transmet le pouvoir. En clair, Aragorn ne crée pas une utopie, il crée une responsabilité. Et c'est ça, la vraie maturité de Tolkien. Alors, est-ce que le couronnement d'Aragorn marque la fin des peuples libres? Oui et non. Non, parce que les peuples libres ne disparaissent pas immédiatement. Les hommes prospèrent, les hobbits vivent protégés, les nains bâtissent encore. Les elfes restent quelque temps. Le monde n'est pas détruit. Mais oui, dans un sens plus profond. C'est la fin de leur âge commun. La fin du temps où elfes, hommes, nains, hobbits, Istari et anciennes puissances pouvaient encore se sentir ensemble au centre du récit. Après Aragorn, la Terre du Milieu devient progressivement un monde d'hommes. Les autres peuples deviennent des souvenirs, des légendes, parfois des contes. Et c'est probablement ce que Tolkien voulait nous faire sentir depuis le début. Le Seigneur des Anneaux n'est pas seulement l'histoire du mal vaincu, c'est l'histoire d'un monde qui passe. Un monde où les derniers éclats de l'ancien temps brillent une dernière fois avant de s'éloigner. Aragorn est donc un roi paradoxal. Il est le roi du retour, mais aussi le roi de l'adieu. Il revient pour que les elfes puissent partir. Il incarne la victoire, mais une victoire traversée par la perte. Et c'est pour ça que son destin est si puissant. Parce qu'Aragorn n'est pas seulement le héros devenu roi, c'est le dernier grand pont entre mythe et histoire. Avant lui, la Terre du Milieu vit encore dans la lumière des anciens âges. Après lui, elle entre vraiment dans l'âge des hommes. Et nous, lecteurs, on ressent cette transition comme une nostalgie. Et c'est peut-être la plus grande leçon d'écriture de Tolkien. Une grande fin ne consiste pas seulement à répondre à la question « Est-ce que les gentils ont gagné ?» Une grande fin répond à la question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que cette victoire a coûté au monde? Dans Le Seigneur des Anneaux, la réponse est immense. La victoire coûte l'anneau, elle coûte le départ des elfes, elle coûte la paix intérieure de Frodon, elle coûte l'ancien équilibre de la Terre du Milieu,
elle coûte à Arwen son immortalité. Et à la fin, elle coûte même Aragorn lui-même, qui accepte de quitter le monde qu'il a restauré. C'est pour ça que la fin de Tolkien reste si forte, parce qu'elle ne nous ment pas. Elle nous dit que le bien peut gagner, mais elle nous dit aussi que gagner ne veut pas dire conserver intact tout ce qu'on aime. Parfois, gagner, c'est permettre à certaines choses de partir dignement. Et le règne d'Aragorn, au fond, c'est exactement ça, la dernière grande dignité de l'Ancien Monde, avant que les peuples libres ne deviennent des légendes, avant que la magie ne devienne mémoire, avant que la Terre du Milieu ne commence lentement à ressembler à notre monde. Et c'est peut-être pour ça que, des décennies plus tard, on continue à s'accrocher à cette histoire.